Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, 1 heure de discussion sur... Alors là, sujet plutôt académique, macro, mais vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, François Lévesque. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Professeur d'économie, Mines ParisTech et auteur d'un bouquin dont on avait parlé au printemps dernier, Les entreprises hyper puissantes. François-Xavier Oliveau aussi, auteur d'un bouquin dont on avait parlé au printemps dernier. Absolument. Dont j'ai oublié le titre. La crise de l'abondance. La crise de l'abondance. François-Xavier Oliveau, associé Initiative et Finance. Et Wilfried, il est encore plus optimiste que moi, François-Xavier Oliveau, ce qui est une forme de performance quand même. Et bon benchmark déjà. Et Wilfried Galland, donc, qui n'a pas écrit de bouquin. Et non, peut-être à venir, mais pour l'instant non. Wilfried, pour s'installer dans le paysage en France, il faut écrire un bouquin à un moment. Je sais bien. Tu m'avais expliqué un éditeur. Ça vaut en politique comme en économie. Eh oui. Il y avait un éditeur qui m'avait expliqué ça, j'avais commencé à réfléchir et puis il est mort. C'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Donc je me suis dit, ça doit être un signe. Allez, les amis, j'ai envie de démarrer. Je crois qu'on avait ébauché le sujet, Wilfried, la première fois qu'on s'était vu. C'était d'ailleurs à la rentrée, hein, quand on redémarrait cette émission. Et c'est un sujet qui me passionne. Je rends hommage à Patrick Artus, qui, alors, il y a 1 an et demi, 2 ans, avait écrit un papier dont la conclusion était « On peut se demander en fait si la crise n'est pas interdite ou impossible, vu, mais on va en parler, enfin, hein, la puissance aujourd'hui des instruments de la politique financière. » Alors évidemment, on peut se gausser quand on voit ce qu'on a traversé, sauf qu'en fait, on réalise là, 1 an et demi après le début du premier confinement, après ce choc sans précédent encaissé par l'économie mondiale, on réalise qu'en fait, il ne s'est rien passé. La profitabilité des entreprises en France n'a jamais été aussi forte. Je salue Denis Ferrand, Rexecode, qui m'a donné ces chiffres. L'excédent brut d'exploitation, c'est frappant, hein. Les entreprises françaises ont retrouvé, mais c'est presque au centime près, enfin c'est touchant, l'excédent brut d'exploitation qu'elles avaient en 2019. L'emploi salarié est supérieur en fait à ce qu'il était à la même période en 2019. Donc je vous pose la question, tout cela on sait pourquoi évidemment, hein, les instruments de politique monétaire, etc. Donc je vous pose la question, est-ce qu'on a créé un environnement où la crise était interdite? Qui veut commencer? François? Oui, il faut toujours demander à celui qui est le moins compétent de répondre. Puisque je rappelle que je suis un microéconomiste. Le plus ancien. Mais oui, est-ce que tu n'es pas frappé par cette situation? Non, ce qui me frappe, c'est que finalement, les leçons ont été tirées. C'est-à-dire, la crise précédente de 2009 fait que les États sont beaucoup plus circonspects, cherchent à anticiper les crises, sur les bulles, et évitent absolument de parler de prochaines crises, parce qu'il y a un truc qui s'appelle les prophéties autoréalisatrices, et on le voit sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas trop parler de l'inflation, parce que plus on parle de l'inflation, peut-être qu'on va déclencher l'inflation. Donc je pense qu'il y a une régulation, une reprise en main des États par rapport à la période précédente. Et donc la probabilité d'une crise, en tout cas d'une crise financière, telle qu'on les a connues auparavant, la probabilité est un peu moindre. Voilà, le risque est moindre parce que... Tu ne crois pas qu'elle est une plus grande éliminée? Mais je pense qu'elle n'est pas éliminée. Mais par contre, faire courir le bruit qu'elle est éliminée, je pense que ça a du sens, parce que ça limite le côté prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on aura moins peur lors du déclenchement du prochain accident. Parce que, en fait, ce qu'on va avoir, enfin, j'ai l'impression, ce sont des accidents, c'est toujours possible. En gros, oui, le TGV déraille, mais à l'intérieur, il y a 0 mort. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que maintenant, on sait très, très bien traiter un certain nombre de crises. C'est-à-dire que la phrase est parfaitement vraie pour les crises qu'on a déjà connues. C'est-à-dire, effectivement, une crise de liquidité ou une crise financière façon Lehman Brothers, ou en l'occurrence, une crise de choc de demande brutale qui peut devenir un choc d'offre, ce qu'on a connu avec la crise du Covid, on sait très très bien le traiter avec l'alliance entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Donc ça, on sait très très bien le traiter. En revanche, il y a tout un pan de crise qui, effectivement, on n'a jamais traité encore et on ne sait pas si on est capable de traiter. Ça peut être par exemple une cyberattaque globale, hein, si une banque majeure ne peut plus fonctionner, vous avez beau mettre de la liquidité dans le système, avant que les fameuses monnaies de banque centrale
puisse être déversée directement dans le compte des particuliers, des entreprises. Et même, si tu es sur une cyberattaque, la monnaie digitale de banque centrale, elle va être cyberbloquée comme les autres. Ça dépend où est l'attaque. Ça dépend où est l'attaque. Mais si c'est par exemple une banque majeure qui est touchée, là, c'est un véritable problème. Si on a, comme dans la deuxième partie du 19e siècle, je crois que de mémoire, c'était 1850. Mais pourquoi c'est un véritable problème, Wilfried? Regarde avec quelle vitesse on a réussi à arroser tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient être touchés par l'incident. On le fait tant que les infrastructures fonctionnent. C'est-à-dire, le problème, c'est dès le moment où on a aujourd'hui un problème sur les infrastructures qu'on utilise pour justement traiter ces crises. Si on a une éruption solaire comme celle qu'on a connue en 1800, je crois, de mémoire 59, où d'un seul coup le télégraphe optique ne marchait plus. Alors c'est embêtant, mais aujourd'hui on a un peu plus de systèmes électriques que le télégraphe optique. Donc là, effectivement, on aurait véritablement un sujet et une panique qui pourrait se déclencher. D'accord, en revanche, effectivement. Là où c'est très important, c'est de dire les crises, le tout venant, comme on dit, les chocs, les accidents, on sait faire. Et donc on ancre les anticipations en disant ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous comporter comme en période de guerre, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais en revanche, ces crises qu'on n'a pas connues dans un passé récent, on découvre au fur et à mesure et on sait très bien que le temps, la rapidité de réaction est essentielle. Donc là, ça me paraît un peu léger de dire... Présomptueux. Peut-être un petit peu présomptueux. François-Xavier. Moi, je pense qu'on n'est pas très loin de savoir régler toutes les crises financières, effectivement. Non, je ne parle pas que des crises financières. Là, c'est pas une crise financière. 93 aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, par exemple, parce que je sais que ça parle à pas mal de chefs d'entreprise encore aujourd'hui. Ça a été un sacré choc. 93, c'est plus possible. 2000, c'est plus possible. Ouais, je vais préciser ce que je voulais dire. On est prêt, on sait régler, on sait éviter que les crises type sanitaire, enfin diverses et variées, ne se transforment en crise économique. Ça, on commence à savoir le faire. Oui, je pense, effectivement. Oui, je suis assez d'accord avec Artus, effectivement, en disant l'injection monétaire permet effectivement de tenir le niveau de la demande et de soutenir effectivement l'économie pour éviter qu'une crise sanitaire ou autre se transforme en crise économique. En revanche, on n'est pas complètement bon dans le dosage et dans la façon d'intervenir. Je pense qu'on s'en est assez bien approché aux États-Unis avec les stimulus checks, c'est-à-dire la distribution directe d'argent aux ménages, qui pour moi est la solution ultime. La bonne solution à terme pour éviter d'autres crises, c'est effectivement plutôt de réfléchir à la façon dont on crée de la monnaie et dont on l'injecte. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a transformé une crise sanitaire, non pas en crise économique, mais potentiellement en crise politique. C'est-à-dire qu'on a en fait remis dans l'État des leviers absolument monstrueux. Je veux dire, l'État est totalement incontournable aujourd'hui. Ouais. C'est lui qui est devenu la tour de contrôle et qui corrige les inégalités. Et ça lui donne un pouvoir qui me semble totalement, beaucoup trop élevé par rapport à nos démocraties. Donc, j'aurais beaucoup plus envie d'avoir une injection directe de monnaie, sans passif inscrit sur la Banque centrale, parce que c'est tout à fait possible compte tenu du fait qu'on augmente la richesse. C'est normal d'augmenter la quantité de monnaie quand on augmente la quantité de richesse de façon définitive, et donc pas sous forme de dette. Mais ça, c'est un cran plus loin. C'est le retour du Léviathan. C'est le retour du Léviathan, oui. Mais absolument, oui, j'avais pas vu le truc comme ça. Oui, parce que on dit les banques centrales, le pouvoir des banques centrales, les banques centrales n'ont aucun pouvoir en réalité. Elles alimentent. En fait, c'est comment ça, elles n'ont aucun pouvoir? Mais bien sûr que si, c'est elles qui décident de tout. Mais non, elles sont totalement dépendantes de l'État. Mais c'est pas les. Elles dépendent de l'État. Elles dépendent totalement de l'État pour distribuer leur argent. Les taux négatifs, c'est quoi? C'est une inversion de la relation client-fournisseur entre la banque centrale et l'État. Avant, c'était l'État le client, parce qu'il avait besoin d'emprunter. Et aujourd'hui, l'État, c'est le fournisseur de canal de liquidité. Mais parce que la Banque centrale le veut bien. Mais parce que la Banque centrale ne peut pas faire autrement. Elle peut pas faire autrement, bien sûr que si. Tiens, remettez Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale, vous allez voir si on ne peut pas faire autrement. Quasiment pas. Objectivement. Non, mais aujourd'hui, il ne le ferait pas. Mais il a été capable de faire autrement. Dans leur mandat aujourd'hui, qui est un mandat de maintien du niveau des prix, ils sont complètement bloqués. Ils subissent la situation. Aucune indépendance. Ah je pense qu'ils sont indépendants formellement, mais ils sont tenus. Aujourd'hui, ils n'ont pas de degré de liberté. Ils peuvent pas baisser les taux, ils peuvent pas les remonter. En fait, elles sont des auxiliaires indispensables. Donc en fait, ce n'est pas elles qui décident, mais puisque si les gouvernements n'avaient pas décidé de supporter l'économie comme ils l'ont fait, ils n'auraient pas eu besoin des banques centrales. Les banques centrales n'allaient pas directement, parce que c'est pas dans leur pouvoir, c'est pas dans leur mandat, injecter de l'argent directement, politiquement, dans des comptes de particuliers avec une règle qu'elles auraient définie. En revanche, elles doivent être là pour soutenir les autorités politiques, quand même, c'est quand même la base, pour effectivement éviter ce genre de crise. Et socialement, c'est là où on revient à ta première question, effectivement, socialement, elles sont extraordinairement contraintes par l'inacceptabilité générale des chocs économiques, quels qu'elles soient. Ouais. Donc, ce qui était acceptable il y a 20 ans,
aujourd'hui ne l'est plus, parce que socialement, on a une perception qui est extrêmement forte de tous les petits à-coups qui deviennent insupportables dans le côté irritant ou dans le côté parfois inégalitaire, évidemment d'ailleurs inégalitaire de ces crises. Et donc on se tourne immédiatement vers les autorités soutenues par les banques centrales, espèce de couple qui est inséparable. Mais les banques centrales seules, évidemment, ne pourraient rien faire. François, encore un mot là-dessus ? La pandémie, c'est la démonstration d'une prise de pouvoir ou d'une puissance extraordinaire des pouvoirs exécutifs, des gouvernements. Oui, ce sont les gouvernements. Et donc, ce sont les gouvernements qui ont influencé et qui ont dit aux banques centrales de faire ce qu'il fallait faire. Sinon, vous avez monétiquement donc, c'est pas la toute-puissance des banques centrales. Au contraire, il y a eu un pas en arrière parce que ceux qui tiennent les manettes, eh bien, ce sont les gouvernements. En situation de crise, comme on l'a connu, de crise sanitaire. À partir du moment où ils ont décidé le quoi qu'il en coûte, la Banque centrale derrière n'avait plus le choix. Elle n'a plus le choix. Écoutez, vous avez monétairement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire, comme le client Audrey Léniel. Mais c'est ça, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on compare souvent l'exercice budgétaire comme une famille, l'État, la France dépense trop. Voilà, la France dépense trop, elle est endettée, etc. Et on dit, oui, mais les ménages, ils ne peuvent pas faire ça. Mais là, si on continue cette métaphore des ménages, le jour où un ménage a un enfant malade, il faut payer une opération extraordinaire, le ménage va s'endetter. Parce que c'est l'avenir de son enfant qui est en jeu. Donc là, eh bien, on accepte la dette et puis la doctrine de l'endettement est passée à la trappe, sans doute provisoirement, mais passée à la trappe devant l'urgence et la nécessité de faire face à cette crise. Mais c'était même vrai avant la crise en réalité, parce que les déclarations de Christine Lagarde qui disait la politique monétaire ne peut pas tout et c'était la politique budgétaire de prendre le relais, c'était avant la crise. Et donc en fait, on est depuis... sauf que la politique monétaire peut tout. Absolument, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle peut tout. Sauf elle peut-être peut tout effectivement avec une cyberattaque majeure. Absolument, elle peut tout avec des leviers qu'elle s'autorise. Aujourd'hui, les leviers avec lesquels elle pourrait tout, c'est-à-dire clairement la création monétaire sans contrepartie, qui effectivement est d'une puissance absolument incroyable. Et c'est un peu l'arme nucléaire, donc il faut l'utiliser comme l'énergie nucléaire, c'est-à-dire sous forme contrôlée et non pas comme une bombe atomique. Mais cette possibilité-là, qui est une arme absolue, elle se refuse de l'utiliser. Et comme elle se refuse de l'utiliser, effectivement, elle a les mains liées et elle dépend des gouvernements. Christine Lagarde qui disait la politique monétaire ne peut pas tout, c'est la politique budgétaire de prendre le relais, c'était avant la crise. Et donc ça, c'est pas du tout réglé. Et ce sera même, à mon avis, ça va s'empirer encore. Si, parce que, je veux pas qu'on fasse trop là, mais si, remarquez, c'est vachement intéressant. Si, parce que c'est une tartufferie. Je veux dire, c'est bien de la politique, c'est de la politique budgétaire. Alors, chômage partiel, fonds de solidarité, l'ensemble des aides diverses et variées, etc. Et tout, c'est de la politique budgétaire, mais en fait nourrie par la Banque centrale. Donc c'est de la politique monétaire. C'est-à-dire l'État n'a fait rendu possible par la mais l'État n'a fait aucun effort particulier pour aller dégager cet argent, tu vois, François-Xavier. Donc c'est de la politique monétaire. C'est ce que je te dis. C'est en fait c'est donc le problème ne se pose plus. Non, ça y est, c'est le melting pot entre politique monétaire et politique budgétaire. Qui a de la décision de la dépense ? C'est l'État. Oui. C'est l'État qui décide où est-ce qu'il va allouer, si c'est à Pierre, à Paul ou à Jacques, à un machin, un truc muche. Oui. C'est l'État qui décide. Et donc c'est lui qui a le pouvoir. Parce que quelque part, il décide d'allouer et la Banque centrale, indirectement, parce que ça se fait via les marchés, mais la Banque centrale fait l'échec et elle garde ses taux d'intérêt négatifs. Elle paye l'État pour qu'il dépense. Tu penses, toi, que ça doit être à la Banque centrale de décider à qui elle alloue ? Je pense que la séparation des pouvoirs est un principe sain en démocratie et que la concentration du pouvoir... Non, c'est pas à elle de décider. Le schéma que je propose, c'est au contraire, la Banque centrale a un schéma d'injection directe qui est tout à fait sans aucune priorisation ou allocation en fonction des personnes. C'est un montant équivalent par personne et ensuite c'est au budget, c'est à l'État de ensuite s'occuper de la redistribution. Mais il s'occupe de la redistribution à budget en équilibre, avec la contrainte budgétaire. Et là, tu as une séparation des pouvoirs entre une banque centrale qui s'occupe de l'injection monétaire pour stabiliser l'économie et un État qui est contraint par ses deniers publics. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a les vannes ouvertes, il a le planche à billets. Wilfried, juste un mot, mais je ne sais pas si tu as forcément regardé ça, mais j'étais sidéré en lisant l'histoire c'est le patron de la Fed de Dallas ? Bostic ? Raphaël Bostic ? Qui a pu spéculer, qui a peut-être... Mais je suis... Voilà. Oui. Alors, moi, je l'avais découvert quand Bruno Bonnell, que je connais bien, là, est devenu député. Est devenu député. Quand tu deviens député, en fait, tu es obligé de vendre toutes tes participations privées, si tu as des participations dans des entreprises et tout. Je suis sidéré que les banquiers centraux puissent, mais je l'avais déjà vu il y a 1 an et demi avec Christine Lagarde, que les banquiers centraux détiennent en propre des titres d'entreprise. En fait, mais c'est ahurissant, cette histoire. Ce qui m'a surpris, c'est moi j'étais persuadé qu'en fait il y avait un mandat qui avait été donné, c'est-à-dire qu'en fait il avait des titres qui lui appartenaient, mais qui étaient totalement gérés par une entité extérieure.
Auquel cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Si c'est une entité extérieure qui le gère, il n'y a pas... Même pas, tu vends tout, tu le mets sur des ETF et tu touches plus, quoi. Enfin, si effectivement le mandat est respecté, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui, dans le respect d'un profil de risque, dit moi je fais ma propre allocation, mais dans ce cas-là, et les banques, par exemple, les banques françaises sont je peux vous dire, extrêmement vigilantes sur la séparation entre le client d'un côté et le décideur de l'autre. Il y a des rapports qui sont faits, mais il n'y a aucun lien de décision entre les deux. Là, il n'y a pas de problème. En revanche, moi, là où j'étais effectivement extrêmement surpris, c'est qu'il semblerait que ce soit lui qui est mais il peut trader en direct. Qui peut directement passer en disant tiens, alors dans une fenêtre, réunion, si vous pouvez me... Non, alors justement, il peut pas. Il y a une fenêtre qui est prévue pour ça et tout, mais le fait même qu'il y ait une fenêtre prévue pour ça m'a sidéré. Voilà. Je pense que ça va changer. Ouais, ça va changer. D'ailleurs, Jérôme Powell a dit qu'il allait se pencher justement sur les nouvelles règles pour... On parle beaucoup, parce que là, on parle beaucoup du rôle des banques centrales. Le rôle des banques centrales n'est accepté par les opinions publiques et donc par leurs actionnaires, parce que les États sont actionnaires des banques centrales, que si elles sont irréprochables. Ouais. Et donc là, il y a un sujet. Ouais. Et donc c'est très important de régler ce sujet-là, même si peut-être qu'il n'y a pas eu de... Probablement, il n'y a pas eu de règles qui a été enfreint à ce moment-là. Non, visiblement, ils sont déjà tous très très riches. Donc, voilà, mais néanmoins, franchement, au moment justement où on veut avoir de la clarté, de la lisibilité sur des politiques qui objectivement en manque de clarté et de lisibilité pour le grand public, c'est pas la bonne chose à faire. Vous avez un... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est analogue avec le président précédent aux États-Unis. Il a continué de faire des affaires et de faire... Ah ben non, c'était une fondation qui gérait son empire. C'était moins clair. Ouais. C'était moins... Non, et puis, enfin, de Trump, on n'attend rien, François. Tu vois ce que je veux dire? De la Fed... Oui, mais parce que c'est Trump. Non, mais parce que tu as les lunettes françaises. Aux États-Unis... Je veux dire, tu peux t'enrichir, tu peux quand même utiliser l'opportunisme est une grande qualité. Et d'autre part, si les banquiers centraux peuvent quand même s'enrichir, eh bien, on aura de meilleurs talents pour devenir banquier central. Ouais, enfin, ça n'a pas été très bien pris là quand même. Merci de cette tentative de défense, mais ça n'a pas été très bien pris. Et puis encore une fois, les gars sont déjà très très riches. C'est d'ailleurs, on se rend bien compte de la logique américaine. François-Xavier. J'avais effectivement lu que Jérôme Powell s'était considérablement enrichi sur... Oui, mais lui, alors pour le coup, il a touché à rien, lui. Voilà. C'était sous mandat. Lui, c'était sous mandat. Et donc ça me paraît pas particulièrement choquant. Effectivement, il y a une séparation claire. Il y a un actif qui est géré de façon indépendante. Je pense que c'est le bon schéma. Après, est-ce que sur tel ou tel point, il y a eu rupture du schéma? À voir. Je pense que la norme... Non, sans doute pas, mais le simple fait que tu... Enfin, pardon, mais j'ai trouvé ça ahurissant. Alors, effectivement, je ne sais plus de quelle fête il s'agit, tu te souviens? Non, c'est effectivement, c'est Kaplan, donc c'est la fête de Dallas. Et notamment, il a des actions Amazon. Enfin... C'est chaud quand même, quoi. C'est pas innocent. C'est dingue. Tout le monde a des actions. Tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est le d'Amazon. Tout le monde. Tu te rends compte, quoi. Ouais, François. Je vois bien. J'aime beaucoup ton argument. Il est déjà très riche. Donc effectivement, ça c'est l'argument économique. 1 euro pour quelqu'un qui est déjà très riche. Rendement décroissant. L'utilité beaucoup plus faible. Voilà. Mais je pense que c'est une théorie empiriquement qui tient assez mal quand même. Il y a beaucoup de riches, très riches, qui veulent devenir encore plus riches. À la grande époque, j'avais un copain tunisien qui me disait que c'était l'un des arguments avancés par Ben Ali à la toute fin de « Comme j'ai déjà tout pris, maintenant vous pouvez m'élire, je vais servir le bien public ». Mais je pense qu'il y a des milliardaires, finalement, dans certains pays qui se présentent comme ça en disant de toute façon, vous n'avez aucune crainte à avoir sur mon rapport à la corruption. J'ai déjà tout. J'ai déjà tout pris. François, alors, autre sujet de fond, effectivement. Alors là, pour le coup, tu l'as écrit dans Les Échos, et c'était très intéressant. Et ça a énormément surpris. Donc, tu penses qu'en fait, et donc là, on va parler de l'Europe, des ambitions européennes. Aujourd'hui, alors comme tu dis toi-même, comme tu l'écris toi-même, les Airbus de ceci, les Airbus de cela, ont une construction radicalement nouvelle qui les rend peut-être beaucoup plus intéressants et et d'avenir, en fait. Voilà, beaucoup plus viables, prometteurs. Bon, la première chose, c'est la politique industrielle. Elle s'est modernisée. Non seulement elle est acceptée, y compris... c'est plus un tabou, y compris à Bruxelles, y compris à Berlin. Et donc, il n'y a plus besoin de se cacher pour en faire. Voilà, donc ça c'est un changement. Et d'autre part, dans les outils de politique industrielle sont devenus plus malins. C'est pas simplement... D'abord, il y a évidemment
une mise en concurrence des différents lobbies et pas simplement l'écoute d'un seul groupe d'intérêt. Et puis, si on donne de l'argent, on vérifie après que cet argent a été utilisé, on demande à ce que cet argent soit remboursé. Enfin, il y a une politique industrielle qui s'est modernisée dans ces outils, dont bénéficie également l'Europe, puisque ça c'est quand même un élément nouveau depuis les 3 ans. L'Europe se targue de mener une politique industrielle, ou en tout cas de mener des actions de politique industrielle. Et donc là, à travers les alliances, effectivement, tout le monde dit Airbus, un Airbus, de la batterie. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est comme un Grenelle. On fait un Grenelle de machin, et puis un Grenelle de... Et donc, De temps en temps, il y a un Ségur. voilà. Et donc, on revient en arrière. Et donc, en parlant de Grenelle ou d'Airbus, on a l'impression que voilà, c'est un vieux truc. Ça fait des années qu'on veut faire des Airbus qui concernent autre chose qu'Airbus. Et voilà. Et ça marche pas. Non. Là, on a affaire à un projet sérieux qui consiste simplement... Tu penses notamment à l'Airbus des batteries. L'Airbus des batteries et les autres. C'est-à-dire que là, l'outil est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne distribue pas d'argent dans un premier temps. C'est vraiment, mettez-vous ensemble, faisons un écosystème, réunissons tous les industriels et les industriels... de toute la chaîne, ou de tout l'écosystème, puisque c'est le terme à la mode. Et ce n'est pas simplement la grande entreprise et la grande entreprise qui est capable d'exercer le lobby le plus efficace. Donc on met les acteurs ensemble et ils travaillent sur des projets qui sont aussi concurrents. Il y a plusieurs projets de batterie, y compris dans l'Alliance. Et donc, on n'est pas du tout sur le modèle Airbus. Ouais, on n'est pas du tout sur le modèle Tout à Airbus. fait. Et donc, dans un premier temps, ce sont des partages de connaissances, de réflexions, de la coopération entre entreprises européennes. Et ça, c'est extrêmement intéressant, entre entreprises européennes. Et si vous avez un projet qui tient la route, à ce moment-là, vous aurez des facilités pour qu'il soit subventionné par l'Europe, par la Banque européenne d'investissement ou par les États membres, qui sera facilité. D'accord ? Donc, et à partir du moment où vous dissociez les deux machins, eh bien, ça fait que dans un premier temps, ce ne sont pas forcément les entreprises les plus puissantes en termes de lobbying qui vont emporter le projet. Parce qu'il faut un projet qui va être constitué sur des bases techniques et scientifiques. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il y a de l'argent qui sera possiblement donné. Et donc, vous réduisez ce grand problème de la politique industrielle. Le grand problème de la politique industrielle, c'est que les plus malins obtiennent les subventions, d'accord ? Les plus malins et les plus puissants. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Et là, vous avez un outil qui minimise, qui réduit ce que les économistes appellent la capture de la réglementation ou la capture des subventions. Et donc, c'est pour ça que les alliances sont aussi un outil moderne, parce que ce souci de faire que c'est pas le plus gros et le plus demandeur et celui qui crie le plus fort et celui qui est le mieux armé de lobbyistes qui va remporter les subventions. Ça vous inspire ? Là, on est donc alors c'est l'acte. D'ailleurs, c'est pas l'Airbus des puces, c'est l'acte européen pour les puces. Voilà, c'est le modèle. Voilà. L'acte européen pour les puces, c'est le modèle sur lequel est construit cette histoire. Tu te souviens, Wilfried, qu'il y a quelques années, on rigolait sur l'Airbus des mers et sur les rails. Ouais, c'est ça. Voilà, ça nous faisait beaucoup rire. C'est ça. Bon, vas-y. Je me souviens. Moi, je mets- C'est vrai que moi, j'aime c'est- pas- c'est ça. Un mot là-dessus Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que comme dans l'univers industriel, enfin, on est passé du mécano à l'usine 4.0, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé des choses qui sont extrêmement standardisées à des choses qui sont extrêmement connectées et Tout à extrêmement fait. fluides. Tout à fait. La question ensuite, c'est est-ce qu'on est toujours sûr qu'on répond à la bonne question quand on fait ça ? C'est-à-dire que l'idée fondamentale souvent des politiques industrielles, c'est, en tout cas l'arrière-fond, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, effectivement, quelque part, il faut qu'on soit souverain. C'est vrai. Il faut qu'on soit souverain. Voilà. Et dans la souveraineté, il y a cette idée on doit tout faire nous-mêmes. Il y a quand même cette idée sous-jacente il faut qu'on soit nous-mêmes pour ne dépendre de personne. Moi, souvent, ça me gêne, ça. Ça me gêne parce que la Corée du Nord est autarcique, les États-Unis sont souverains.
Donc il y a une très grande différence entre l'autarcie d'un côté et être souverain de l'autre. Être souverain, c'est être capable de choisir ses dépendances. C'est être capable de faire des échanges entre je dépends de toi pour quelque chose, mais tu dépends de moi pour autre chose. Tiens, c'est exactement la phrase du député qui a été chargé d'un rapport sur la souveraineté numérique. D'accord, ouais, c'est parfait. Être souverain, c'est choisir ses dépendances. Je dois t'avouer que je n'avais pas compris cette phrase et que je viens de la comprendre grâce à toi. Voilà. Ouais. Voilà. C'est peut-être le début d'un livre, comme tu dis. Mais effectivement, Ah, ce serait pas mal. Hein. Beau sujet. Mais je pense que c'est un véritable point de fond qui est, en fait, on ne peut pas, il faut qu'on fasse des choix. Et le danger de multiplier les initiatives à un moment, c'est de se perdre un petit peu dans le chemin. Ouais, mais là, on ne multiplie pas. Là, c'est vrai que l'acte européen pour les puces, en gros, tu as les batteries, les puces, quoi. C'est les deux grandes ambitions. Je comprends bien les puces, mais quand on voit les sommes qui sont en jeu, que ce soit à Taïwan ou aux États-Unis, quand on regarde les sommes, moi je regarde souvent les chiffres, hein, bon, les sommes dont on parle en Europe ne sont pas des sommes qui sont considérables. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, qu'on mette l'accent sur là où on est effectivement très très bon déjà, sur effectivement de l'informatique quantique, sur des choses qui sont véritablement en train d'émerger et sur lesquelles on a une chance de devenir numéro 1 mondiaux en Europe, et échanger tout ça, un peu comme le font les Allemands aujourd'hui, en disant moi je suis très bon dans les robots, mais en échange de mes robots, je vous prends des puces à Taïwan. Il y a un côté donnant-donnant en Allemagne. J'aime bien aussi cette stratégie-là. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais tout miser sur le fait de, on va mettre en place une politique industrielle, ça peut être un petit peu dangereux. François-Xavier ? Oui, d'autant plus qu'il y a quand même un sujet de timing, parce que les batteries, c'est pas tout à fait nouveau et on a un peu de retard sur le sujet quand même. Oui, mais justement, l'idée du consortium, c'est de taper la prochaine génération. C'est quand même ça le sujet, hein, évidemment. Évidemment. Non, mais sur le principe, moi, je suis assez d'accord. On avait commis avec Christian Blanc un rapport qui s'appelait L'écosystème de la croissance en 2005, qui était très intéressant. Souvenez-vous. Ouais, ça ne rajeunit pas, ça. Malheureusement, il est encore d'actualité. Parce que c'est sur le décloisonnement de la recherche, de l'enseignement, etc. Donc c'était effectivement sur cette logique de cluster, de dire finalement la création de la politique industrielle, ça ne doit pas être un espèce de truc un peu massif en disant on injecte, on crée l'Airbus, on crée la grande. Non, et surtout, ce que dit François, c'est on injecte toujours sur le plus gros. Et oui, en fait, on prend, on va dire ça va être génial, ça va être la base installée, etc. Et en fait, on arrose le sable. Alors que l'idée, c'est d'alimenter un écosystème, c'est d'alimenter des liens entre différentes unités. Le seul point, c'est que quand c'est piloté par l'Europe, le risque, c'est qu'on arrive avec des sujets qui ont déjà été un peu explorés. Moi, j'aurais bien aimé avoir un Airbus, entre guillemets, ou sur la fermentation de précision, par exemple. La quoi ? La fermentation de précision. Voilà, c'est ça le problème. C'est demain, la viande. C'est du méthane. Voilà, la viande, c'est du méthane aujourd'hui. Et demain, rapidement, François-Xavier, la fermentation. Rapidement, mais oui, parce que la viande in vitro demain, ça va remplacer la viande animale, avec un impact carbone bien meilleur. D'accord. Et ça, c'est la fermentation de précision. Voilà. D'accord. En gros, voilà. les prévisions de prix sont de l'ordre de 5 fois moins chères à horizon 2030 que la viande animale. Mais d'ailleurs, quand Wilfried disait on devrait capitaliser sur nos atouts, l'industrie agroalimentaire est un atout historique de l'Europe. Précisément, l'agroalimentaire est un atout historique de l'Europe. Je préférais qu'on se dise, plutôt que de se dire un peu avec 5 ans de retard ou 10 ans de retard, les batteries, on se dise... Non, la fermentation, c'est quoi la fermentation ? Il ne faut pas avoir cette idée sur les batteries et sur les alliances. C'est vraiment des sujets qui émergent en fonction de discussions avec les chercheurs et en fonction de discussions avec les entreprises. Et donc, effectivement, la batterie, c'est pas neuf, mais l'idée, c'est de faire des sauts. Les semi-conducteurs, c'est pas neuf, mais l'idée, c'est pas de copier, de devenir un fabricant ou un designer. Et du coup, un bon exemple d'alliance de ce point de vue-là qui est plus parlant, c'est l'alliance sur l'hydrogène propre. Parce que là, l'hydrogène propre, il n'y a rien. Il n'y a quasiment pas d'infrastructure. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand-chose, même si technologiquement, c'est très ancien. Donc, et il y a un grand mérite, à mes yeux, de ces alliances européennes industrielles. Le grand mérite, c'est que des entreprises de différents États membres se parlent. C'est-à-dire qu'on crée un forum où les entreprises parce que spontanément, vous êtes une entreprise globale, vous vous en foutez de discuter plutôt avec un Européen, une autre entreprise européenne, ou un Asiatique. Enfin, je veux dire, la globalisation, c'est ça. Mais il y a même un tropisme sur les États-Unis, par exemple, des industriels, des entreprises. Tout à fait. Et là, vous créez un lieu où les entreprises européennes se parlent. Et ça, c'est très précieux. C'est très précieux parce que si on veut qu'il y ait des géants européens et des entreprises qui se sentent européennes, qui ne se sentent pas simplement françaises et globales ou allemandes et globales, eh bien, c'est un bon point de départ. Mais ça veut aussi dire qu'on a échoué dans la création, par exemple, de ce qu'on appelait le marché unique des capitaux. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas
on est obligé de recréer quelque chose pour justement que les entreprises se sentent européennes et se discutent entre Européens, alors que par exemple dans un pays comme les États-Unis, c'est naturel parce que le champ est totalement unifié, c'est-à-dire le champ des capitaux, des différentes procédures, il n'y a aucune barrière. Et là en fait, c'est très utile, mais ça ne doit pas nous faire oublier que il faut continuer à abaisser ces barrières entre les pays pour que ça devienne naturel, pour qu'il n'y ait pas... voilà. Les amis, on marque une pause. On se retrouve dans un court instant. On repart, les amis. Donc, on était sur... Juste un mot sur l'Europe. Vous pensez que Von der Leyen, là, c'était son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. L'Union ne fera pas l'erreur de l'austérité des années 2010 ? Oui. Bah oui, ça coûte rien de le dire, c'est ça Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que, en particulier l'année 2011 est dans les têtes de tout le monde, hein, cette fameuse année où Trichet remonte 2 fois les taux en l'espace de 3 mois, où on fait des efforts considérables pour remettre les déficits budgétaires européens, et derrière, on se crée la crise des dettes souveraines européennes. Donc effectivement, ça me paraît assez normal de dire on prendra le temps qu'il faudra. Elle ne peut pas non plus faire autre chose. Von der Leyen est... Mais est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire en finir avec le pacte de stabilité ? Non, mais ça veut clairement dire donnons-nous du temps pour le revoir. Donnons-nous du temps pour dire n'essayons pas dès 2022 de tout remettre en ordre. Okay. Donnons-nous un chemin. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. En tout cas. François-Xavier ? C'est 60% de dette maximum par an. Ouais. On est à plus de 100 en zone euro. Hein. Ouais. Donc, le pacte de stabilité, il est très, très, très loin derrière. Et il n'y a aucun moyen de revenir en l'état actuel de la monnaie. Encore une fois, comme on a besoin de créer de la monnaie et qu'on ne la crée uniquement par la dette, on crée de la dette. Et donc, en fait, Ursula von der Leyen, c'est un peu... puisque ces événements nous dépassent, feignons d'en être les auteurs. Ouais. Pardon, mais c'est comme la Banque centrale. C'est de dire... on ne peut pas faire autrement. La Banque centrale, et Wilfried l'a rappelé, ne va pas remonter ses taux, ou si elle les remonte d'un epsilon, elle leur remontera directement. Tu sais, dans le pacte de stabilité, il y a le taux de dette sur richesse créée, sur PIB, mais il y a aussi les fameux 3% de déficit budgétaire. C'est pareil. Encore une fois... donc les Bataves, les Allemands, les Danois, etc., ils vont remettre leur rancœur, ils vont jeter la rancune à la rivière. Les Allemands, ils sont à 75%, les Bataves, ils sont pas très loin de 60%. Oui, bah, ils sont à des niveaux de dette qui auraient paru... Oui, mais pas des niveaux de déficit budgétaire. Non, mais encore une fois, globalement, tant qu'on continuera à créer la monnaie par la dette, on aura besoin d'un volume de dette. D'accord, mais en gros, la question, c'est est-ce que dans 3 mois, on se reprend une crise nord-sud, comme on en a régulièrement ? Voilà, c'est ça la question. François, on a déjà eu le fameux appel des 8, il y a 10 jours. 8 pays frugaux. Alors, on note la présence de l'Allemagne. Petit quand même. Oui, voilà, c'est ça, parce que tu te retrouves avec Pays-Bas, Autriche, Slovénie. Finlande, ça. Voilà. Donc, on les connaît, sauf l'Allemagne qui est en plus dans ses élections, donc elle ne peut pas trop agir. Mais effectivement, on a ce fossé, indubitablement, on a ce fossé nord-sud. François-Xavier le rappelait, on a en moyenne plus de 100% de dette sur PIB, mais c'est vrai qu'on a une fracture qui est très très nette entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Sud qui englobent la Belgique. Mais effectivement, on a cette fracture-là. Et on va avoir des discussions. Mais les pays du Nord vont probablement trouver une espèce de compromis en disant on fait un chemin et puis progressivement on recule l'horizon du chemin. Et puis les élections allemandes vont nous dire si les pays du Nord c'est avec l'Allemagne ou sans l'Allemagne, parce que c'est pas complètement évident de savoir quelles vont être les orientations budgétaires du nouveau gouvernement. Ça c'est le gros point d'interrogation. Un doute là-dessus. Le seul qu'on connaisse, c'est les orientations budgétaires françaises en fait. Oui, ça par contre c'est assez stable. Ça il y a pas tellement de risques. Absolument. Le risque d'austérité en France est faible. Et très très. Ça c'est clair. Non, rigolez pas, on est sous régime ultralibéral avec des dépenses publiques en France qui vont donc revenir à 55,6% du PIB en 2022. Ça, c'est les premiers chiffres du budget. Et elles étaient 55,1 en 2017. Oui, mais ta référence à l'ultralibéralisme est intéressante. C'est-à-dire qu'en France, il y a austérité dès que la dette s'arrête d'être creusée pour les dépenses budgétaires courantes. Voilà. Donc ça, c'est un signe d'austérité. Quand elle ralentit. Et de la même façon que... un État qui se dit, mais finalement, je n'ai peut-être pas intérêt à intervenir dans le secteur de la couche culotte et pour la normaliser. Et donc, que l'État réfrène un peu sa propension à tout réglementer, à tout réguler. On dit à ce moment-là qu'on tombe dans l'ultralibéralisme. Ouais. Donc, les deux vont ensemble. Plus d'austérité, c'est simplement à essayer de stabiliser la dette et l'endettement pour les dépenses courantes. Voilà, c'est ça en France. Voilà. Il faut traduire. C'est comme l'aspirine, c'était Seinfeld qui racontait ça. Il n'y a plus le truc fort.
c'est tout de suite extra fort. Tu n'as plus, en fait, la moyenne a disparu. Tu ne veux plus être juste libéral. Tu es forcément ultra libéral. Sinon, tu es social-libéral. Sinon, c'est social-libéral. Un mot, parce qu'il faut mot sur la Chine après ça. Non, mais tu as un déséquilibre structurel sur la dépense publique. Je veux dire, tout le monde pousse à la dépense. L'électeur pousse à la dépense. Mais bien sûr. La Banque centrale, qui était censée être le gardien du temps, pousse à la dépense en disant mais la monnaie ne peut pas tout, donc dépenser. Qu'est-ce que tu veux que le politique fasse au milieu ? À un moment donné, même s'il a été élu sur des trucs vertueux, il va forcément dire ouais mais les circonstances sont exceptionnelles, c'est la crise Covid, c'est la machin, c'est la truc, et il va ouvrir les vannes. C'est ce qu'a fait Sarkozy, ce qu'a fait Hollande. Là, d'ores et déjà, il y a c'est tout. donc la Cour des comptes a constaté, ça on en parlait la semaine dernière, 7 milliards d'euros de dérives de dépenses ordinaires en 2020 sans rapport avec le Covid, et d'ores et déjà 11 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement sont prévus au budget 2022. Donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, les Ségur de la santé, les Beauvaux de la sécurité. Et les rôles, etc. Et donc, si on n'avait pas fait ça, on entrait dans l'austérité. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais Moscovici a été des deux côtés de la barrière. Hein. Là, maintenant, il est à la Cour des comptes, mais il a été à Bercy. Donc voilà, il était à Bercy, il dépensait. Et il a été commissaire européen en plus. Ouais, Moscovici. Il était des trois côtés de la barrière. Oui. Restons sérieux. Oui. La Chine peut représenter. Donc, là encore, vous allez dans les replays de Bismart, formidable émission sur la Chine avec 3 experts du sujet. Donc, c'était la semaine dernière. On a effectivement parlé de ce conglomérat Evergrande, donc immobilier, mais pas seulement. Voilà. Ils font de tout. Les gars font absolument de tout. Enfin, c'est assez spectaculaire. Et tu penses que oui, là, il y a un sujet systémique ? Je pense qu'il y a un véritable sujet sur la croissance chinoise. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit un sujet de finance internationale, pas encore. Alors, on est toujours surpris. Je pense qu'il faut être humble et modeste là-dessus parce qu'on est toujours surpris. Que les connexions sont trop faibles en fait entre le système financier chinois et le système financier occidental. Elles augmentent quand même. Hein. Ouais. Elles augmentent très très fortement. Donc il faut justement être prudent là-dessus. Il y a 3 ans, il n'y aurait eu aucun sujet. Aujourd'hui, les connexions ont augmenté. On sait que l'exposition en particulier aux entreprises et à la dette chinoise de beaucoup d'acteurs, en particulier dans la gestion d'actifs internationale, est importante. Donc il faut regarder tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir quel va être l'impact sur la croissance économique chinoise et sur les équilibres économiques chinois. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est tellement important en Chine, y compris sur, par exemple, dans les produits financiers qui sont vendus aux particuliers, les fameux produits de wealth management qui sont un peu l'équivalent des livrets boostés qu'on avait connus à une époque en Europe, sont très souvent assis. D'ailleurs, il y en a qui sont assis sur des produits Evergrande, sur des titres Evergrande qui sont divisés en plusieurs parties, ça rappelle des souvenirs, et puis qui sont après revendus à ces sympathiques particuliers qui prétendent gagner beaucoup d'argent en dehors du taux sans risque. Et donc là, on commence à avoir effectivement un impact possible sur la consommation chinoise, sur le crédit chinois, non pas par défaut de liquidité. Parce que ça reste, c'est 230 milliards de dettes, quelque chose comme ça, je crois. J'avais lu 300. Oui, voilà, bon. Non, mais en fait... Ça va, quoi, tu vois, c'est digérable, même si tu as 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 particuliers qui perdent leurs économies. Sur cet acteur, oui, mais ce dont on se rend compte, c'est que quand on regarde, par exemple, le marché chinois depuis 3-4 jours, c'est que la contagion a commencé déjà sur le marché immobilier, dans les consortiums, tous les consortiums immobiliers, les Fantasia, Sunac... tous les grands de l'immobilier sont touchés, à la fois dans la partie action et dans la partie dette. La dette globale chinoise, quand on regarde le marché de la dette à haut rendement chinois, fin juillet, il rapportait 8%, ce matin, il rapporte 15%. Bon, ça veut dire quand même que le risque a légèrement augmenté. On commence à avoir des impacts sur les acteurs financiers importants. Hein. Jusqu'à la semaine dernière, c'était des petits acteurs à l'échelle chinoise, donc des acteurs à peu près de la taille de peut-être la moitié de BNP Paribas, qui souffraient énormément parce qu'ils étaient très investis là-dessus. Là, ce matin, par exemple, à Hong Kong, on a International China Bank, Merchant Bank, qui pèse à peu près 3 fois BNP Paribas en termes de capitalisation, c'est 200 milliards de dollars, qui perdait 6%, parce qu'effectivement, on se dit, va y avoir des créances douteuses, va y avoir une problématique de crédit, et donc une problématique de croissance. Et on sait que le moteur chinois... qui est déjà problématique. Exactement, quand on regarde la croissance mondiale,
le quart de la croissance mondiale, c'est la croissance chinoise. Donc, quand on tape la croissance chinoise, il y a un impact après. Je pense que c'est plutôt par des impacts économiques classiques que par des impacts type Lehman Brothers que ça va se gérer. Mais il faut gérer la chose rapidement parce qu'on sait que la vitesse, on a appris ça dans la crise financière, hein, la vitesse est très importante. Sachant que, alors mais je l'ai découvert la semaine dernière, je dois vous dire, mais sachant que, en fait, il continue à avoir un mal fou à juguler la crise sanitaire. Ah, tout à fait. Finalement, il y a des fermetures de ports régulières encore aujourd'hui. Comme les vaccins chinois ne sont pas efficaces contre le nouveau variant, ils sont obligés de maintenir leur politique de zéro Covid. Une politique de zéro Covid, ça veut dire que vous fermez les ports, vous fermez les usines. Voilà, de temps en temps, tu as 3 millions de personnes qui se retrouvent confinées pendant 15 jours. Il y a énormément de pénuries aujourd'hui sur les produits chinois, c'est à cause de cette politique zéro Covid. Bon. Qui ne marche pas. François-Xavier, un commentaire là-dessus? Je suis assez fasciné parce que je suis plutôt libéral, un peu puriste et je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut... Ultra néolibéral? Non, ni ultra néo, mais juste à l'ancienne, quoi, à Tocqueville, tout ça, enfin ces gars-là, quoi. Old school, mais... Et donc je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut séparer la liberté politique et la liberté économique. Et j'ai regardé la Chine en disant, mais comment ils arrivent à le faire? Et là, il semble que ce soit plus dur. Ça frotte, ouais. Ça frotte fort. Franchement, alors tu t'iras écouter l'émission si tu as le temps. En fait, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Moi, je cite les experts, dont l'un est à Hong Kong d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tu as un espèce de... on les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, il y a le pouvoir, il est là, ils sont communistes, on s'en fout un peu, on vit notre vie. C'était ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, sauf que là, ça frotte. Sauf que là, tu commences à avoir le pouvoir économique, le pouvoir politique, qui commence à dire aux gens qui ont développé les entreprises et qui étaient relativement tranquilles et qui pouvaient effectivement... tu parles d'Alibaba et tout ça? Ah non, c'est pas pareil. Ah bah oui. Ah ben là, on est sur le terrain de François, là. C'est pas pareil. Non, attends, c'est important, parce que Ant Financial, Alibaba, etc. et tout, c'est les entreprises hyper puissantes. Oui, je sais bien. Les Chinois, alors François, ne font que ce qu'on devra faire sans doute un jour avec Facebook et Google? En tout cas, eux, ils le font plus vite. Hein. Oui, ils sans n'ont pas de ménager problème. les entreprises. Voilà. Mais effectivement, et là c'est mondial, mais la Chine est exemplaire de ce point de vue-là. Il y a une reprise en main des entreprises hyper puissantes. Hyper puissantes d'un point de vue économique, mais aussi hyper puissante dans l'influence sur les comportements des citoyens. Et donc, les Chinois reprennent en main, donc le Parti communiste chinois reprend en main ces entreprises, que ce soit des entreprises hyper puissantes d'un point de vue financier ou dans l'immobilier, ou alors simplement les entreprises qui fabriquent des jeux avec cette idée que les petits-enfants chinois pourront, comme les petits-enfants européens, jouer 5 heures par jour. Eh bien non, le Parti communiste chinois a dit... 3 heures. 3 heures par semaine. Ouais. 3 heures par semaine. C'est bien ça qui est intéressant. Mais oui, mais c'est pas un frottement politique, François. C'est un frottement libéral. C'est un frottement libéral. Pouvoir de marché trop fort, il tue la concurrence, parce que tu vois bien, il y a des choses très très intéressantes. Hein. Il y a notamment ce sujet de savoir si cette hyperpuissance, en parlant d'Alibaba, d'Ant Financial particulièrement, n'était pas en train en fait de tuer toute initiative et de capter l'ensemble des initiatives qui pouvaient être prises ici ou là, tu vois. Écoute, ça me paraît quand même une vraie tension entre la dimension économique et la dimension politique, et j'aimerais bien voir. Enfin, en tout cas, tu vois quand même les marchés qui fléchissent. Hein, tu vois quand même les marchés qui ont du mal. Ouais, non, normal. Attends, 1700 milliards de capi. Donc la question, il n'y a pas que les entreprises hyper puissantes. C'est ça qui est intéressant. Et si tu veux cette idée de dire quelque part ces entreprises-là, mais comme Facebook ou comme créer des communautés qui sont des quasi-États. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as de la police interne, tu as de la diplomatie interne, tu as de la diplomatie. Tu as de la monnaie. C'est vrai, tu as de la monnaie potentiellement. Alors, c'est ça qui est vachement juste intéressant. Un point là-dessus, c'est que ça, ils peuvent... Alors, pour le coup, Alipay, en fait, ils sont morts. Trop dépendants. Non, ils sont trop dépendants d'Alipay pour y toucher. Ça a été coupé en deux. Enfin, ça prendrait trop de temps. Mais en fait, ils sont obligés de faire d'Alipay une sorte de bien public. Voilà, mais Alipay, Alipay, ce qui rapportait de l'argent à Alipay, c'est le crédit. Oui. Mais... Donc, à partir du moment où ils coupent, ils tuent Alipay. Ouais. Après, super, on a une application très commode. Voilà, c'est ça. C'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Tout à fait. Non, mais le point qu'on ne voit pas forcément d'intersection entre le politique et l'économique, c'est que ces firmes ont une telle puissance, ont un tel effet sur les citoyens, sur les personnes, que ça devient intolérable. Il y a presque une rivalité entre les élus qui sont là pour changer la vie des citoyens, ou en tout cas pour exercer une influence sur la vie des citoyens, et ces entreprises qui exercent une influence sur les personnes qui est absolument colossale. Donc le Parti communiste chinois... Et donc ça viendra chez nous. Il veut influencer les citoyens, mais il voit qu'il y a des entreprises, ne serait-ce qu'à travers les gosses qui jouent aux jeux vidéo, que les entreprises ont presque plus
sinon, enfin autant ou sinon plus d'effets que le Parti communiste lui-même dans les cerveaux. Et donc c'est bien cette lutte